un des paradoxes de la création du G20, c'est qu'au fond, je pense qu'il s'inscrit à la fois dans le cadre d'une réponse, une volonté de réponse à la crise, de montrer que face à la panique générale qui s'est déclenchée en 2008, les différents gouvernants étaient capables de se mettre autour de la table pour prendre les choses en main. Donc il y avait un intérêt politique évident de tous les gouvernants de la planète d'affirmer face à leur propre opinion qu'ils étaient en train de reprendre le contrôle de la situation. Et ça a été une des fonctions du G20. Mais si on le voit dans une optique gouvernance mondiale, c'est clair que le passage du G7, G8 au G20 témoigne simplement du fait qu'il a bien fallu prendre en compte la réalité des nouveaux rapports de force. Et donc, si on voulait pouvoir proposer une gouvernance crédible de la planète, il n'était plus question de le faire avec un petit club de riches d'hier. Il fallait aussi y accepter les puissants supplémentaires d'aujourd'hui, et donc les grands pays émergents. Et d'ailleurs, le résultat est au rendez-vous, puisque, comme tu l'as dit en introduction, si on est un peu moins de 75% de la population mondiale, ce qui est déjà pas mal, on atteint quand même 90% du PIB. Et pas seulement parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont très pauvres parmi ceux qui sont exclus, mais aussi parce que parmi les grands pays qu'on a fait rentrer, ce n'est pas seulement des émergents, c'est aussi des pays extrêmement peuplés. Donc le 75 est aussi là au rendez-vous. Donc le ratio, si on prend le ratio, je dirais, PIB par habitant du G20 par rapport à ce qu'était le PIB par habitant du G8 en comparaison de la moyenne mondiale, c'est évident qu'on s'est beaucoup plus rapproché de ce point de vue-là de bonne moyennisation. Alors, en revanche, cette montée des émergents, elle n'est pas nouvelle, elle n'a pas attendu la crise. Et elle s'est déjà manifestée, par exemple, dans le blocage des négociations commerciales initiées à Doha. On a bien vu que l'incapacité qu'avaient désormais les pays du Nord de dicter une libéralisation du commerce selon leur propre agenda du fait de la résistance d'un certain nombre de pays, et le fait que les contreparties qu'exigeaient ces pays, notamment le Brésil, pour signer en bas du texte, étaient elles-mêmes inacceptables par nos pays, a fait qu'on s'est retrouvé dans une situation de blocage. Donc, d'un certain point de vue, ce retour de l'État qu'on a salué avec la crise n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, et il s'est plutôt manifesté dans une logique née dans la période antérieure, dans les conséquences de la montée des émergents sur les déséquilibres macroéconomiques mondiaux, sur les problèmes d'accès aux matières premières. Bon, il y a toute une série de questions qui se sont posées à l'échelle internationale dès avant la crise, que reflète finalement la création du G20, ce retour relatif de l'État, et qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Alors pour ceux qui voyaient finalement avec un peu d'illusion dans la mondialisation de la période antérieure quelque chose d'assez technique, géré par des institutions financières internationales et dans un cadre où le pouvoir des États serait affaibli, de fait, il y a eu à un moment l'idée on allait revenir à plus de régulation, l'État reprenait le pouvoir, tout ça allait dans le bon sens. En fait, moi j'ai plutôt une lecture qui est de dire que les institutions financières internationales ont été les bons exécutants d'une politique qui correspondait à un moment donné aux intérêts des puissances dominantes à l'échelle mondiale, on voit bien, par exemple, comment, d'ailleurs, le discours, par exemple, des économistes américains a commencé à évoluer sur la question du libre-échange dès lors qu'ils ont commencé à réaliser que le libre-échange, dans tous les cas, ne leur était pas totalement favorable. Et donc, ce retour de l'État, il témoigne simplement où la constitution du G20, c'est d'abord de nouveaux rapports de force. On voit bien que dans le G20, aujourd'hui, et c'est ce qui me gêne un peu,
quand on dit le G20 n'a pas ceci, le G20 n'a pas cela, on le présente comme si c'était un peu une entité unifiée avec un secrétariat permanent, des votes et ensuite une vraie direction qui gouvernerait la planète. Alors ça, c'est peut-être le fantasme qu'on a au sein du mouvement ONG de se dire nous, on va gouverner la planète. Le problème, c'est qu'eux, ils sont plutôt en train de se réunir pour essayer de montrer à leur population qu'ils ont les affaires bien en main, mais en pratique, le G20, c'est un lieu où on vit totalement la dialectique de la coordination, un peu, et des contradictions entre États, beaucoup. Et on l'a bien vu à Séoul, puisqu'on voit bien que dans le contexte de pénible sortie de crise dans lequel où on est, et le mot sortie de crise pourrait m'être reproché, puisque en fait on est encore dedans, tout à fait. On voit bien que l'incapacité qu'ont eu les États de se mettre d'accord sur un programme macroéconomique qui aille dans le sens de ce qu'Henri Sterdyniak appelait de ses voeux, témoigne du fait que le chacun pour soi domine. C'est-à-dire que aussi bien les États-Unis on mène une politique aujourd'hui monétaire dont l'objectif est d'essayer de pallier leur incapacité à mener une politique budgétaire plus dynamique. Donc ils essayent de jouer par la politique monétaire avec la création massive de dollars, en faisant jouer la planche à billets, ce qui était une chose qu'il ne fallait surtout pas faire il y a encore 3 ans. Et de leur côté, on voit bien que le gouvernement chinois n'apparaît pas extrêmement favorable la perspective d'une réévaluation de sa monnaie à court terme et propose simplement de modifier progressivement les régulations internes du pays pour avoir une croissance qui soit plus soutenue par la demande interne, mais à un rythme qui est tel qu'on risque d'en attendre quand même assez longtemps les conséquences en termes de rééquilibrage de la croissance mondiale. Donc, mon sentiment dans ce contexte, c'est que on peut reprocher finalement à nos gouvernements, dans chacun de nos pays, leur incapacité finalement à avoir une vision de l'intérêt du pays qui transcende soit des intérêts privés, soit un certain nombre d'intérêts spécifiquement nationaux, toutes choses étant égales par ailleurs, pour penser un intérêt général mondial. Et si dans le contexte actuel, le paradoxe de ce retour de l'État, de cette montée du G20 sur une base totalement, finalement, de négociation directe entre les grands États, c'est quelque chose de régressif par rapport à la vision qu'on pouvait avoir d'une société internationale organisée. Si cette montée du G20 a fait un peu oublier, finalement, le poids de la société civile internationale, puisque dans cette période de crise, la scène est d'abord occupée par les grands États, elle est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Parce qu'on voit bien, du fait de l'incapacité dans laquelle est le G20 de penser à un intérêt général mondial, d'une part parce qu'il représente un certain nombre d'intérêts dont a bien parlé Henri Sterdyniak, chaque dirigeant dans chaque pays représentant plutôt ses groupes dominants, qu'il s'agisse de la Chine communiste ou qu'il s'agisse du Brésil, on voit bien que c'est plutôt ceux dont les États pensent qu'ils portent leur puissance nationale qui sont défendus par les dirigeants. Mais dans le même temps, c'est pas seulement ça, c'est que les contradictions d'intérêts qu'ils ont entre eux fait que aucun d'entre eux n'est capable de penser un intérêt général mondial. Donc cet intérêt général mondial, c'est sur la responsabilité des ONG qu'il repose plus que jamais, d'où l'importance du débat de ce soir. Bon. Il faut considérer, on a peut-être des désaccords là-dessus, que le G20 est quand même un progrès. Donc avec la crise de 2007-2009, est apparue au grand jour l'importance de la gouvernance mondiale. Il est apparu que si on vit dans une économie mondiale non régulée, les déséquilibres se creusent, que ce soit des déséquilibres écologiques, le gaspillage des ressources énergétiques et des ressources minérales, la pollution, que ce soit le développement de la globalisation financière qui se traduit par une très grande volatilité des marchés financiers
et une très grande avidité des marchés financiers, que ce soit les problèmes de régulation mondiale. Avec la mondialisation, chaque pays les classes dominantes de chaque pays cherchent à avoir le maximum de profit en comprimant au maximum les salaires et les dépenses sociales. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec un déficit de demande qui peut être comblé que par des bulles financières, la croissance de l'endettement ou des gains de compétitivité, toutes sortes de solutions qui aboutissent à des croissances instables. Donc on a besoin d'une gouvernance à l'échelle mondiale. Et au moment de la crise, elle a été organisée en catastrophe dans le G20. On peut critiquer le G20. Effectivement, il n'y a pas 172 pays, mais en sens inverse, on sait très bien qu'on ne peut pas s'entendre à 172 et que le G20, c'est un point de départ. Il faut réclamer que, effectivement, l'Afrique noire, l'Afrique du Nord soient représentées. Il faut réclamer que ne s'expriment pas seulement les gouvernements, mais également les organisations. Il faut que les pays du Sud développent des organisations équivalentes à l'OCDE pour pouvoir peser dans les enceintes internationales. Il faut poser la question de l'organisation permanente d'un conseil donc de sécurité économique, soit le G20, soit l'ONU, mais on a besoin d'un pilotage de l'économie mondiale.